l'adoption de ce projet de loi. Merci, monsieur le rapporteur, pour cet exposé précis. Je vais sans tarder passer la première, donner la parole à madame Monica Michel, puisqu'elle avait commencé à le faire, mais là, je pense que ce sera plus approprié. Je vous cède la parole, chers collègues. Merci, Madame la Présidente, effectivement. Désolée. Merci, Monsieur le rapporteur. Ma question est liée à vos recommandations d'évolution pour cette organisation qui reste 70 ans après sa naissance attractive, comme nous le montre le projet d'accession que nous examinons aujourd'hui. Il est incontestable que l'intérêt géopolitique à l'accession de la Macédoine du Nord est clair, au-delà de l'apport de stabilité de l'Atlantique Nord. Cet accord peut aussi effectivement favoriser l'apaisement des tensions entre ce pays et la Bulgarie, qui est déjà membre de l'Alliance, en offrant un cadre de dialogue supplémentaire. Toutefois, nous la savons, cette organisation assez critiquée depuis la fin de la guerre froide, qui a remis en question sa raison d'être même, elle reste toutefois, à mon sens, et pour beaucoup, un outil unique de par sa vocation strictement militaire et ses moyens, et nous ne pouvons nous en passer pour notre sécurité collective. Le président de la République a même utilisé des termes particulièrement forts que nous avons tous aujourd'hui en tête et qui traduisent cette nécessité de repenser l'OTAN ou ce qui pourrait être amené à lui succéder. Je sais que ces réflexions seront au cœur du sommet de Londres qui se tiendra dans un mois. Elles animeront également les réflexions de notre commission, puisque nous recevrons avec, l'a dit Madame la Présidente, avec la Commission des Affaires étrangères ce mois-ci, les personnalités de cette organisation. Mais pourriez-vous, Monsieur le rapporteur, partager vos pistes de réforme envisageables pour cette organisation? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Yannick Favennec-Beckou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, la contribution financière de la Macédoine du Nord au budget de l'Alliance sera modeste, puisque je crois qu'il sera de l'ordre de 1,7 million d'euros par an. Il en est de même d'ailleurs de son budget de la défense qui s'élève à 101 millions d'euros en 2018, soit un peu plus de 1% du PIB du pays. Mais c'est vrai qu'interférer l'OTAN requiert évidemment des objectifs à poursuivre. Ainsi, le budget de la défense de ce pays devrait toutefois être augmenté de 0,2% par an jusqu'en 2024 et puis tendre ensuite vers l'objectif des 2%. Alors, est-ce que cet effort sera, selon vous, suffisant pour permettre ce pays de moderniser ses forces armées qui sont pour l'essentiel terrestres et surtout, j'allais dire, de renouveler leurs équipements qui, on le sait, sont totalement obsolètes? Je vous remercie. Merci, cher collègue, Fabien Lenné, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, pour cet exposé qui était intéressant sur ce petit pays. Alors, c'est l'équivalent de 3 départements français en taille, vous l'avez rappelé, avec 2 millions d'habitants, mais qui est meurtri par l'histoire. C'est-à-dire que ces frontières, avec des fois des voisins belliqueux, ont fait que ce pays-là était malmené par l'histoire et après a connu le totalitarisme communiste. Donc, c'est aujourd'hui la force du symbole qu'il faut y voir avec son entrée dans l'OTAN. Et à cet égard, on a vu, et vous l'avez rappelé justement, qu'ils avaient fait œuvre de sagesse et de conciliation avec ses voisins pour réparer l'histoire en quelque sorte. Moi, je voulais savoir si ça peut avoir un effet d'entraînement sur la Serbie par rapport à l'OTAN, et également s'il y avait un projet d'installation au cœur des Balkans, donc en Macédoine du Nord, d'une base de l'OTAN. Merci. Merci pour cette première série de questions. Monsieur Joachim Sonneforger. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, d'une part, je suis favorable à cette entrée de la Macédoine du Nord. Il ne faut pas s'y tromper. Pour eux, c'est quelque chose d'important parce que ça va dans le sens d'une accession
à la construction européenne. Ça va de pair avec cela. Donc je suis évidemment favorable, d'autant plus pour la même raison mon intervention précédente sur l'Albanie, c'est que d'autant plus comme ils viennent de se faire, en tout cas fermer la porte transitoirement, y compris sur une opinion, du reste pas seulement française, ça a été popularisé qu'au Conseil européen c'était uniquement Emmanuel Macron, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont été plus virulents que lui, largement, mais ça c'est moins su. Et donc à ce titre-là, j'y suis favorable. Par contre, au niveau de l'OTAN en soi, je peux qu'exprimer aussi les mêmes doutes que le rapporteur, que l'ensemble de mes collègues. J'ai aimé la déclaration choc du président de la République. Et moi, je m'interroge réellement sur le devenir de ces structures, avec un partenaire qui envahit unilatéralement un pays, avec des proxys qui envahissent ce pays, qui contiennent des éléments terroristes ex-Daesh, ex-Al-Nosra, et de l'autre côté, un autre partenaire qui fait les choses unilatéralement. Nous sommes contraints à le suivre dans son retrait, dans son retour. Enfin, le retrait n'est pas en plus complet, vous le savez très bien. Sinon, on aurait vu des vidéos des Brave Soldiers qui rentraient au pays. On ne les a pas vus. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore là-bas. Donc, techniquement, nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? À qui peut-on faire confiance entre ces deux extrêmes ? Et je crois qu'il faut vraiment qu'on s'interroge. Si on veut une armée européenne demain, il faut lui donner les moyens, parce que pour le moment, c'est vrai que via l'OTAN, il y a des moyens qui ne peuvent pas être substitués, y compris dans les interactions entre nos états-majors. Merci. Merci, chers collègues. Nous engagerons le débat peut-être dans 15 jours, lorsque nous aurons notre table ronde qui traitera plus, je dirais, plus globalement de l'Alliance Atlantique. Mais je vais tout de suite céder la parole à monsieur le rapporteur pour cette première série de questions, à savoir qu'il en reste 6 autres. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Monica, concernant la question de l'attractivité de l'OTAN, tout d'abord. Bon, elle l'est, puisqu'on en a un exemple et un symbole au travers de la demande de la Macédoine du Nord, donc de vouloir intégrer l'Alliance. Et c'est vrai que ceci est notamment vrai et fort dans l'Est européen et dans cette zone tourmentée des Balkans, qui a connu quand même des milliers de morts dans le cadre des conflits sur ces dernières décennies, suite à l'éclatement de la Yougoslavie. Et l'OTAN est perçue comme un élément de stabilité, un pivot, au niveau duquel un nombre de pays veulent adhérer ou en tout état de cause, même s'ils ne veulent pas adhérer, se réfèrent à l'OTAN. Et c'est le cas notamment de la Serbie, on l'a dit tout à l'heure. Donc ensuite, bon, je l'ai dit tout à l'heure, sur la Macédoine du Nord, c'est l'objet d'un consensus national très, très fort, majorité opposition sur ce projet. Et en tout état de cause, l'adhésion à l'OTAN a été, la perspective d'adhésion à l'OTAN a été un facteur très important pour finalement inciter les acteurs de la région, et la Macédoine du Nord au premier chef, à résoudre les contentieux qu'il pouvait y avoir avec les pays voisins. Et vous l'avez fort justement souligné, par rapport notamment à la Bulgarie, où il y avait un passif historique quand même assez lourd. Et ça, je crois que c'est un point important. Sur la réforme de l'OTAN, comme l'a dit fort justement Madame la Présidente, c'est un sujet qui est un sujet éminemment important. Moi, mon intime conviction, c'est que en fait, l'OTAN a une force et une réalité qui est tout à fait prégnante. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, elle est un peu déboussolée à plusieurs titres. Tout d'abord, et je crois qu'il faut le dire, la politique, non pas américaine, mais tout au moins la politique incarnée par le président des États-Unis, est une politique qui déstabilise les alliés à bien des égards, parce que allant à contre-courant, ne serait-ce que, et on le voit sur d'autres sujets, d'une vision, j'allais dire, multilatéraliste que les Américains ont portée avec d'autres pendant longtemps. Maintenant, on a ce schéma un peu unilatéraliste et de repli sur soi qui entraîne un certain nombre de conséquences, et sur l'alliance elle-même et au premier chef. Donc je crois que tout ça, on en parlera plus longuement le 27 donc novembre, si je m'abuse.
Donc, et je pense que tous, on aura un intérêt majeur à pouvoir échanger donc, dans ce cadre-là. Cher Yannick Favennec, par rapport à la question budgétaire, alors c'est vrai que tous les pays de l'Europe doivent faire un effort en matière budgétaire et financière concernant les questions de défense. La France, au travers du vote de la dernière loi de programmation militaire, c'est incluse dans cet objectif et je veux dire, c'est mis en situation de ne pas être l'objet de reproches de la part de ses alliés. Mais j'allais dire, les 2%, ce n'est pas un dogme, c'est une nécessité. Et que par rapport à cela, on ne peut pas d'un côté vouloir assurer la défense donc, de notre continent et ne pas se donner les moyens. Et alors, sans vouloir donner raison au président américain à certains égards, ou aux administrations américaines successives. Parce qu'il y a un certain nombre de... Je veux dire, le fait notamment que les États-Unis regardent de plus en plus vers le Pacifique, c'est pas Trump, c'est Obama qui avait commencé à lancer ça en disant « je suis le président d'un pays pacifique », tourné vers le Pacifique. Et donc, dans ce cadre, je crois que c'est un élément important. Alors, pour la Macédoine, il est clair que, en gros, l'effort de défense va passer d'un budget de 100 millions d'euros avec une perspective de 200 millions d'euros à terme. C'est somme toute assez modeste. D'autant plus que, a priori, on voit poindre la perspective donc, que les Américains, comme ils le font souvent dans de telles occasions, donnent ou font des dotations. Donc de matériel, j'allais dire de seconde main, pour pouvoir équiper donc, ces pays et ces nouveaux entrants. De là, les perspectives, notamment pour notre industrie de défense, alors il pourrait y avoir peut-être quelques éléments et quelques niches, mais elles seront, somme toute, modestes, d'une part au regard donc, de la faiblesse des sommes en jeu, et puis ensuite au regard donc, de cette perspective d'avoir des Américains qui puissent aider donc, les pays de la Macédoine du Nord dans ce cadre-là. Alors en fonction de cela, je crois qu'il faut que nous soyons tout à fait réalistes et conscients de cela, mais cette projection et cet objectif de 2%, eh bien, un nouvel entrant, par définition, devra mettre peut-être 2 fois plus d'ardeur que ceux qui y sont pour essayer de l'atteindre. Par rapport à Fabien Lenné, au niveau de la perspective d'avoir une base de l'OTAN en Macédoine du Nord. Bon, il y a déjà des bases de l'OTAN donc en Grèce, donc en fonction de ça. Le fait d'installer une base de l'OTAN en Macédoine du Nord, objectivement, ça aurait une plus-value stratégique assez limitée. Bon. Après, la réalité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain ou d'après-demain. On peut pas exclure tout cela, mais d'autant plus que, vu qu'on a quand même un cadre positif de dialogue et d'échange qui se développe avec la Serbie, il est clair que ceci donc ne va peut-être pas forcément militer aussi à une perspective telle que celle-là. Concernant les éléments développés par notre collègue Joachim Sandforger, en fait, il ne faut pas, à ce stade-là, comment dire, opposer l'OTAN à l'Union européenne.
il va falloir essayer de développer les éléments de complémentarité entre ces deux structures. Moi, je le rappelle parce que j'y crois profondément. Avoir une défense, je veux dire, très intégrée au niveau de l'Union européenne dépendra avant tout de notre capacité à avoir une politique étrangère très intégrée au niveau de l'Union européenne, parce que la défense n'est que l'outil de la diplomatie, si je puis m'exprimer ainsi. Et force est de constater qu'à ce jour, il y a quand même des perspectives de progrès relativement fortes et importantes à faire en matière de diplomatie européenne. Ensuite, vous avez posé une question sur la radicalisation et les perspectives. C'est vrai qu'il y a une minorité donc musulmane en Macédoine du Nord, donc qui essentiellement des albanophones du reste, qui représentent près d'un tiers de la population. Avec un double phénomène, un phénomène migratoire relativement fort, c'est-à-dire que ceux qu'on a connus et qui a été développé tout à l'heure par rapport à la situation donc, de l'Albanie, les minorités albanophones donc, de Macédoine du Nord ont aussi une tendance à l'immigration relativement forte, mais avec une dynamique démographique qui est peut-être plus importante que celle des autres populations donc qui sont les populations slaves orthodoxes. Donc, nous avons eu, ils ont eu un phénomène donc, de radicalisation avec des départs pour notamment la Syrie. C'est aux alentours de 150 départs. Donc, et il se trouve, alors toute proportion gardée, face aux mêmes enjeux et aux mêmes problèmes que nous avons par rapport aux éventuels retours donc, de ces radicalisés. Ensuite, sur le rôle de l'OTAN, donc par rapport à cela, je pense que, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout l'enjeu de la stabilisation des Balkans, et l'OTAN peut être un facteur important de stabilisation. Après, pour ce qui a trait à la majorité tous les musulmans donc de Macédoine du Nord, en fait, ils se considèrent plus comme albanais que comme musulmans, entre guillemets. Ils sont macédoniens, albanais, et puis musulmans, si je puis m'exprimer ainsi, dans le cadre de l'échelle des valeurs qui seraient les leurs. Merci, monsieur le rapporteur. Toutes mes excuses, monsieur Patrice Verchères, je pensais prévoir 5 questions, et en fait, voilà. Donc, tout de suite, monsieur. Merci, cher collègue, je vous passe la parole. Merci, madame la présidente, c'est pas très grave. Monsieur le rapporteur, cela a été dit, il y a quelques jours, Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé la mort cérébrale de l'OTAN. Dès lors, moi, je me pose la question, et je pense qu'on est plusieurs, doit-on ratifier ce protocole visant à l'accession de la République de Macédoine du Nord à l'OTAN ? N'est-ce pas, pour le coup, de l'acharnement thérapeutique de vouloir élargir l'OTAN alors que l'Alliance est en mort cérébrale ? Peut-être est-ce pour être plus nombreux, même s'ils ont une petite contribution à payer la couronne mortuaire de l'OTAN. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette contradiction au sein de l'exécutif. Je sais que vous êtes dans le en même temps, mais j'aimerais avoir un peu plus de précision, parce qu'il y a une première question posée par mon collègue, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout. Donc voilà, est-ce que c'est pour payer la couronne mortuaire ? En tout cas, pas d'acharnement thérapeutique. Merci, chers collègues. Je vous rappelle qu'on prendra le temps, nous aurons 3 heures de débat sur ces questions-là. Donc on s'en tient surtout à cette adhésion de la Macédoine du Nord qui a fait des efforts importants en la matière et bien antérieurement. Mais je ne me permets pas de répondre à la place de notre rapporteur. Monsieur Bastien Lachaud, s'il vous plaît. Bien, merci Madame la Présidente. Si nous avons un débat sur les enjeux otaniens dans 15 jours, pourquoi n'attendons-nous pas 15 jours et savoir un peu notre vision sur l'OTAN pour traiter ce texte ? Parce qu'au final, ce texte, voilà, bon, franchement, pour un insoumis, savoir si la Macédoine a sa place dans l'OTAN, c'est pas vraiment la question. La vraie question, c'est
quand allons-nous prendre la décision en France de dire que nous n'y avons plus vraiment notre place? Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce soutien de poids du président de la République quand il a dit en effet que l'OTAN est en état de mort cérébrale. C'est ce que nous disions de manière un petit peu moins violente, un petit peu moins extrémiste, de manière un petit peu plus objective quand on disait que pour nous c'était une organisation qui était obsolète, aux objectifs confus ou plutôt insincères et à la composition hétéroclite. Et c'est vrai que rajouter la Macédoine, n'est-ce pas un petit peu cela? Parce que quel va être réellement l'objectif de l'intégration de la Macédoine? Si ce n'est pour renforcer le sentiment d'encerclement autour de la Russie, donc titiller un peu plus la... Alors même que... Et d'ailleurs, le choix de Kiev pour la prochaine assemblée parlementaire, n'est-ce pas là aussi aller titiller la Russie? N'est-ce pas l'objectif contraire de la politique du président Macron aujourd'hui? Il faudrait vraiment que, au sein du groupe parlementaire et avec l'Élysée, vous vous mettiez d'accord sur l'OTAN. L'objectif de cet accord n'est-il pas d'ouvrir un marché supplémentaire pour les armes américaines? Certes modeste, mais un marché supplémentaire. Vous l'avez dit, ce sont des armes soviétiques ou yougoslaves. Il faut qu'elles soient interopérables. Vont-ils acheter des armes françaises, des armes européennes? Ou alors vont-ils opter, comme la majorité des pays de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN, des armes américaines? Bref, au final, intégrer la Macédoine du Nord à l'OTAN, c'est clairement mobiliser une grille d'analyse géopolitique forgée pendant et pour la guerre froide. Pour ses partisans, l'OTAN, qui est clairement, ça ne sert à rien de se le cacher, c'est l'organisation qui véhicule l'hégémonie états-unienne en Europe. Simplement intégrer la Macédoine, c'est une nouvelle prise, ni plus ni moins, pour l'OTAN. Dans ces conditions, très clairement, le groupe de la France Insoumise n'est pas favorable, merci d'arrêter de me censurer, n'est pas favorable à l'entrée de la Macédoine du Nord dans l'OTAN. Chers collègues, merci pour votre question. Monsieur Stéphane Trampille. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Pour le coup, je vais insister sur la dernière partie de la question de notre collègue Lachaud qui m'intéresse également. C'est la problématique du matériel soviétique qu'on a pour la Macédoine du Nord. Est-ce qu'on va être sur des armes américaines, des armes européennes, des armes françaises? Donc moi, ce sera juste la fin de cette question qui m'intéresse. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Louis Thierriot. Oui, je crois qu'on peut tous saluer ici l'existence de ces accords de Prespa qui ont été un élément important dans la désescalade sur le théâtre balkanique. Alors au-delà des questions sur la mort cérébrale de l'OTAN et sur l'acharnement thérapeutique qui sont une vraie question, j'entends bien le signe qu'on doit donner à nos amis macédoniens qui ont fait un effort pour cette désescalade. Alors deux petite question, vous y avez déjà partiellement répondu et je rejoins les préoccupations de nos deux collègues sur les exportations d'armement. Ça concerne des sommes dérisoires, on en est bien d'accord par rapport au grand marché. Cela dit, il y a quand même l'importance d'une présence européenne et effectivement, et je rejoins la question de mon collègue Sébastien Lachaud, alors là, comme quoi on peut être transversal dans cette commission. Quelles espérances pour les entreprises françaises d'armement? C'est important d'être présent à la fois pour la BITD France, c'est présent aussi en termes d'influence. Donc, est-ce que vous avez un regard un peu plus précis à nous donner là-dessus? Et deuxième question, elle, beaucoup plus fondamentale. On sait que la Macédoine du Nord a réglé son contentieux territorial avec la Grèce, a signé un accord de coopération avec la Bulgarie. En revanche, on connaît les relations tendues avec la minorité albanaise. On sait qu'en 2015, je crois, il y a eu des affrontements qui ont causé des morts à Kumanovo, avec une dizaine de morts lors d'affrontements entre l'armée macédonienne et une guérilla albanaise. Quel risque géopolitique pensez-vous qu'il peut exister avec la possibilité pour la France d'y être éventuellement mêlée dans les relations avec l'Albanie? Merci. Merci, chers collègues, pour cette série de questions. La dernière, monsieur Thomas Gassilou.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, pour commencer avec une pointe d'humour, j'aimerais vous remercier d'avoir mis la question de la Macédoine au menu de notre commission au travers de la question de son adhésion à l'OTAN. Deux petites remarques. Effectivement, vous avez signalé que la part à l'OTAN était limitée avec 8000 soldats, des matériels non interopérables. Mais quand même, cette adhésion n'est pas anodine dans le sens où, du fait de l'article 5, il y a une solidarité aujourd'hui qui va s'installer en cas d'agression externe de ce pays. Par ailleurs, il a été signalé que l'adhésion de la Macédoine était un signe d'attractivité de l'OTAN. Simplement, peut-être pour relativiser un petit peu ce sujet, vu que le coût de cette adhésion est de l'ordre de 1,7 million d'euros par an, ça représente in fine moins d'1 euro par an et par habitant, ce qui est quand même un coût assez dérisoire pour une assurance vie, surtout quand on a des voisins proches assez imprévisibles. Alors mes deux questions, la première c'est... on a vu précédemment que l'accord de défense avec l'Albanie faisait suite à l'adhésion de l'Albanie à l'OTAN. Qu'en est-il de nos accords de défense avec la Macédoine du Nord? Et puis, cela a été rappelé, la décision intervient à un moment donné où on se pose des questions sur les objectifs de l'OTAN, et on aura un débat à ce sujet-là dans 15 jours. Mais peut-être pour préparer ce débat, est-ce que, monsieur le rapporteur, pourrait nous faire un aperçu très rapide de l'adhésion de l'OTAN des différents pays des Balkans? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole pour cette partie répondre. Alors, notre collègue Patrice Vergère, avec le sens de la formule qui le caractérise, donc nous interpelle sur cette notion de mort cérébrale. J'ai dire quand... Alors, je ne suis pas chirurgien et urgentiste, loin s'en faut, mais quand vous avez quelqu'un qui est en état de mort cérébrale apparente, vous avez deux options. Effectivement, soit vous l'achevez, soit vous essayez d'avoir un électrochoc pour le réanimer. Et je pense qu'on est plus dans cette deuxième perspective que dans la première. Puisque, bon, au-delà, tout le monde aura compris que le président de la République, c'était le sens d'une formule pour pouvoir marquer. Parce que, vous savez, ce qui me paraît important, essentiel, c'est pas de ne regarder que ce qui a été repris par la presse par rapport à cela, mais c'est la totalité de l'interview du président de la République. Et cette interview, moi, je recommande à chacun des membres de la Commission de la Défense de la lire. Et je veux dire, elle est structurée, elle est posée, elle est bien pensée, elle est réfléchie. Et donc, dans ce cadre, je crois que c'est un élément important, et que donc, voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur la notion de couronne mortuaire par rapport à cela, parce que objectivement, on n'est pas du tout dans cet objectif-là. Et puis surtout, n'oublions pas que le président de la République a tenu des mots et des propos très forts par rapport à la perspective d'Europe de la défense. Et ça, c'est un enjeu qui est un enjeu essentiel. Et que par rapport à ceux qui, de temps en temps, critiquent l'OTAN et autres, bien, nous en parlons souvent au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est ce pilier européen de l'Alliance Atlantique qu'il a lieu de structurer, d'organiser, et au niveau duquel il y a lieu d'y mettre une certaine consistance. Notre collègue Yvan Lachaud. Bastien Lachaud. C'est un lapsus révélateur. C'est un lapsus révélateur par rapport à un de nos anciens collègues. Non. J'ai bien entendu que finalement vous vous serviez du président de la République pour apparaître comme modéré. Donc ceci nous va droit au cœur. Alors c'est peut-être pas forcément l'écho que nous avions eu par rapport à vos propos sur ce sujet-là comme sur d'autres, mais après tout, s'il faut vous donner un certificat de modération, on va vous le donner avec grand plaisir. Mais cela ne nous empêchera pas d'avoir pour nous un certificat de conviction, donc au regard
de ce que vous avez dit. Oui, bon, ben, nous, on assume le fait qu'il est important de ratifier cet accord pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est que sur les 29 membres de l'OTAN, puisqu'il faut qu'il y ait une ratification unanime donc de tous les pays, nous ne sommes que le 26e, c'est-à-dire qu'il y en a 25 qui ont déjà ratifié. Donc, dans ce cadre, ben, je veux dire, on n'est pas dans une perspective aussi d'attente pour être le dernier à ratifier, que le signal politique qui serait donné à la Macédoine du Nord en reportant donc cette adhésion ne serait pas un bon signal, d'autant plus, et je le rappelle, que cette question fait l'objet d'un consensus au niveau macédonien total et global, y compris versus insoumis macédoniens. Donc, puisque seule l'extrême droite est contre cette ratification. Donc, je pense que dans ce cadre, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, sur l'aspect budgétaire, et j'ai répondu en partie, et ceci va me permettre de répondre en même temps à la question donc de notre collègue Trompille. Et je pense que c'était aussi un des éléments que développaient nos collègues Thiriot et Gassillou. Oui, sur un plan financier, il y a des enjeux qui sont des enjeux limités. Donc, on l'a vu au travers de la faiblesse des budgets consacrés, des moyens et j'allais dire de la situation économique, financière de ce pays. Donc, ça sera un enjeu mineur. Donc au regard d'autres enjeux plus globaux. Mais en tout état de cause, il me paraît essentiel de dire que bien entendu, notre pays et les attachés de défense que nous avons vont œuvrer pour essayer de faire de telle sorte que nous puissions avoir une petite part. Parce que c'est vrai que ça serait un bon signal, et on l'a critiqué par le passé, quand certains pays donc de l'Europe orientale adhérant à l'OTAN et adhérant à l'Union demandent beaucoup d'aide de la part de l'Union, et puis de notre côté vont acheter des matériels uniquement américains. On ne peut pas faire ce reproche à la Macédoine puisqu'elle n'est pas adhérente à l'Union européenne, mais en tout état de cause, on va essayer de voir par rapport à cette perspective. Ensuite, oui, sur les éléments de certains marchés, effectivement, on a Thales qui est en perspective pour un marché radio, comme certains autres pays. Alors ensuite, concernant les accords de défense avec la Macédoine, à ce stade, je pense pas qu'on ait des... Oui. Mais concernant... je pense, Thomas, c'était une question s'il y avait des accords de défense en perspective entre la Macédoine du Nord et la France. Et la perspective d'accord de nature défense, puisque à la lumière de l'analyse du précédent cas de l'Albanie, on a bien vu qu'il y a eu plusieurs années qui se sont passées entre l'adhésion de l'Albanie à l'OTAN et les accords de défense qu'on a discutés juste avant. Et je me dis qu'effectivement, cette temporalité est peut-être importante pour que, entre guillemets, il ne reste pas que les miettes quand on arrive, alors que peut-être d'autres ont renoué
des accords un peu plus importants. Et donc, à mon avis, il est important d'engager rapidement la phase accord de défense immédiatement après l'adhésion à l'OTAN. Juste pour dire que pour l'Albanie, l'accord de défense était un accord de défense antérieur à l'adhésion à l'OTAN. Donc il n'y a pas forcément un lien de cause à effet, mais qu'en tout état de cause, bon, c'est un élément de perspective. Et c'est vrai que si notre accord de défense intervient après la modernisation de la petite armée macédonienne, ça serait peut-être dommage. Et il vaudrait mieux que ça intervienne peut-être un petit peu plus en amont. De la même façon, question a été posée sur les différentes étapes d'élargissement de l'OTAN. Juste, je rappelle qu'en 1999, c'est la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. En 2004, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Lituanie et Estonie. 2009, Croatie et Albanie. 2017, Monténégro. Donc 2019, Macédoine du Nord. Et ensuite, qui ont fait la demande d'adhésion à l'OTAN, mais qui n'est pas encore ratifiée. Il y a l'Ukraine et la Géorgie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Oui. Sur les minorités albanaises, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Donc, elles représentent à peu près 30% de la population. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des heurts, et vous l'avez dit, avec des morts et des émeutes donc, dans la partie albanophone de la Macédoine. Bon, aujourd'hui, les choses sont stabilisées par rapport à ça. Et du reste, la perspective de l'adhésion à l'OTAN a été un facteur de désescalade par rapport à ça, puisque donc l'Albanie est membre de l'Alliance, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis 2009, et qu'ensuite, la perspective d'adhésion, c'était de dire aux Macédoniens, vous réglez vos problèmes en interne et vous réglez les problèmes avec les voisins. Donc, et c'est ce qui a été fait. Donc on peut dire que la perspective d'adhésion à l'OTAN a été un facteur qui est un facteur de désescalade dans la crise interne et de pacification de la situation donc interne en Albanie. En Macédoine vis-à-vis de la minorité albanophone. Merci, monsieur le rapporteur. Nous prenons les 4 dernières questions. Monsieur Laurent Furst, s'il vous plaît. Madame la Présidente, la Macédoine du Nord, c'est une population qui n'est pas supérieure à celle de la ville de Paris, ou pas supérieure au département du Nord. C'est donc pas un enjeu, je ne sais pas si mon micro fonctionne. Je ne sais pas si c'est donc pas forcément un enjeu absolument considérable en termes de puissance pour l'OTAN, mais c'est néanmoins la preuve que l'OTAN n'est pas morte et qu'elle inspire encore des pays qui souhaitent y adhérer. D'ailleurs, quand on regarde, on entend la déclaration du président de la République, mais on devrait entendre les réactions de certains gouvernements, notamment. Il y a une attente et il y a un besoin d'OTAN pour leur sécurité. En tout cas, tous les pays d'Europe de l'Est sentent encore cette nécessité pour leur sécurité. Et moi, la réflexion que je me fais, je me dis, l'OTAN est en crise aujourd'hui, probablement, et le rapporteur l'a dit tout à l'heure, parce que le président Trump a une position qui est illisible ou inacceptable pour un certain nombre d'États, mais le président Trump, lui, n'est pas éternel, alors que les temps survivra probablement au président Trump, et les perspectives de l'OTAN seront différentes après le président Trump. Les structures restent, mais les hommes changent, et ce dans tous les États. La question que je voulais vous poser, c'est la question par rapport au message qu'envoie ce petit pays des Balkans. Il souhaite adhérer à l'Europe et à l'OTAN en même temps. Est-ce que cela veut dire que pour leur sécurité, ils n'envisagent pas l'Europe comme un facteur de sécurité, mais simplement comme un facteur de stabilité et de progrès démographique, économique et politique? Et c'est peut-être là le message qu'il faut entendre, celui de l'inexistence de l'Europe de la défense, en tout cas l'absence de perception de cette perspective par un pays qui souhaite nous rejoindre et qui a envie d'Europe.
Merci, chers collègues. Madame Sereine Mauborgne, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, pour filer un peu plus la métaphore de la survie, il y a une troisième voie, c'est le prélèvement d'organes. Pour reprendre la discussion à propos de la Macédoine du Nord, j'ai eu la chance d'être coordinateur spécial des élections aux dernières présidentielles. Donc j'ai passé 2 semaines au mois de juin en Macédoine du Nord où j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères et je suis ravie que vous ayez pointé du doigt que la France était effectivement le 26e pays à ratifier définitivement l'entrée de la Macédoine du Nord dans l'OTAN, parce que pour eux, alors que la France avait été dans les premiers pays à accepter sur le papier cette inclusion, ils le vivaient pas très bien. Donc je pense qu'il était important qu'on relève le niveau de cet engagement. Ensuite, pour dire que si l'Europe avait besoin de faire la preuve de son efficacité, de son efficience, en tout cas, l'attitude de Tsipras en Grèce vis-à-vis du traité qui a été signé avec la Macédoine du Nord n'est plus à faire, puisque même si cela ne lui a pas été très bénéfique par la suite d'un point de vue électoral, en tout cas, on peut saluer le grand engagement dont il a fait preuve pour faire aboutir cette négociation. Ensuite, pour dire que si certains s'inquiètent du marché d'approvisionnement des armes, pendant longtemps, la Macédoine du Nord a été plutôt au cœur des débats sur, notamment au sein de l'OSCE, je peux en témoigner, sur la lutte contre la prolifération, notamment des armes de poing. Et je reprends les propos de notre collègue sur Kumanovo, que je connais bien, qui est un bastion en fait tenu par des familles et où effectivement la prolifération des armes de poing a été un vrai sujet pendant très longtemps et où finalement la désescalade, notamment grâce aux traités qui ont été signés au sein de l'OSCE sur la prolifération, enfin la non-prolifération des armes de poing, a sans doute aussi participé de cette désescalade de la violence. Et enfin, pour dire que l'immigration est un vrai sujet en Macédoine du Nord, qu'on estime que c'est à peu près 20 à 25% de la population qui vit dans la zone régionale périphérique, qui ne vient pas forcément en Europe de l'Ouest, et qu'effectivement, sur le plan de la croissance et des forces vives de ce pays, il y a des vrais sujets aujourd'hui autour du vieillissement de la population et finalement d'une génération sacrifiée par le travail dans la zone économique qui l'entoure. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Charles Larsonneur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur et Président Folliot, pour votre excellent travail et pour vos réponses complètes. Bon, ma question, au fond, elle rejoint celle de nombreux collègues posées presque sur tous les bancs. Et je vais essayer de la reformuler d'une manière un petit peu différente ou sous un prisme un peu différent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, alors qu'on parle de défense européenne, à écarter d'une part la perspective d'une adhésion à l'UE de la Macédoine du Nord et d'autre part à l'accepter dans l'OTAN? Et je reviens sur la question effectivement des armements américains. On sait que l'administration américaine a décidé d'accorder des subventions d'ailleurs à 6 pays européens, 6 plutôt petits pays européens, pour les inciter à se débarrasser concrètement d'armements russes. Skopje, bien sûr, en fait partie. C'est un programme qui a un nom, il s'appelle ERIP, pour European Recapitalization Incentive Program. Donc c'est effectivement un programme d'armement américain sur différents matériels, vous l'avez dit, de seconde main en partie, mais pas seulement, qui vise à désengager certains pays de leur arrimage, au moins sur le plan capacitaire et industriel, à des armements d'origine soviétique ou russe. Bon, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on ne pousse pas quelque part des pays comme la Macédoine du Nord à aller vers un tropisme nord-américain, à pousser vers une OTAN qui soit une OTAN de l'industrie de défense américaine, quand au même moment on dit oui à l'adhésion à l'OTAN et non à l'adhésion à l'UE. Voilà. Merci. Merci, chers collègues. Et puis l'ultime question, Madame Laurence Trastour-Isnard, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. L'adhésion de la Macédoine du Nord dans l'Alliance Atlantique va permettre de conforter la stabilité des Balkans occidentaux. Les Balkans ont été en permanence affectés par des soubresauts et des oppositions, des tensions. Il est donc indispensable de créer un espace de paix.
Par contre, ma question va être très proche de celles qui ont été posées. En revanche, la Macédoine du Nord espère rentrer dans l'Europe. Et on voit bien que c'est un pays qui n'est pas prêt pour rentrer dans l'Europe. Il y a encore beaucoup de corruption, beaucoup de trafic. Et quelque part, cette entrée dans l'OTAN ne va pas leur donner un faux espoir, alors que l'Europe n'est pas prête à accueillir la Macédoine du Nord, en tout cas à mon sens. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, si vous voulez bien répondre à l'ensemble de ces dernières questions. Alors, cher Laurent Furst, on ne peut être que d'accord sur l'analyse et la perspective dressée par l'expérimenté parlementaire que vous êtes, et notamment ce que j'appellerais cette ode au temps long, et que quelles que soient les foucades de quiconque qui pense que à coup de tweet on peut finalement impulser et avoir la politique d'un pays sur le moyen terme, en tout état de cause, le temps long, et il est ce qu'il est. Alors, je ne sais pas quel sera le résultat des élections américaines l'année prochaine, mais en tout état de cause, la probabilité que l'OTAN survive donc à celui qui est un de ses principaux détracteurs, pas dans les mots, mais aussi dans les faits. Parce que je pense que tous les grands analystes de l'OTAN avaient prévu tous les scénarios, sauf celui qu'un certain nombre de coups les plus forts contre l'Alliance soient portés du cœur même du système, c'est-à-dire de la Maison-Blanche. Et que, à partir de là, ça a entraîné effectivement un certain nombre de réactions et comment dire, d'interrogations. Ben oui, concernant l'adhésion de la Macédoine du Nord, tout le monde l'aura compris, c'est un intérêt plus politique, et autant politique que militaire. Je ne veux pas revenir sur les propos que nous avons tenus par rapport à cela, et que ce n'est pas cet apport de ces 8000 soldats supplémentaires, donc, puisque c'est essentiellement une armée de terre. Il n'y a pas d'armée de l'air, je vous dirais juste quelques hélicoptères, donc c'est sensiblement des forces terrestres. De par la situation géographique, il n'y a pas de marine macédonienne, et donc à partir de là, c'est un enjeu qui est un enjeu important. Alors, beaucoup d'entre vous ont insisté sur la question donc de l'OTAN, Union européenne, par rapport à cet élément de perspective un peu tronqué, effectivement, pour la Macédoine du Nord, qui souhaiterait rentrer dans l'Union européenne, mais qui avant donc doit faire un certain nombre de réformes et d'efforts. Derrière tout ça, il y a un enjeu interne, mais qui n'est plus du tout le nôtre, mais qui est un enjeu propre à l'Union européenne, l'enjeu de l'approfondissement ou de l'élargissement, qui est une question qui n'a jamais été traitée et qui aujourd'hui fait que s'il y a un certain nombre de nos concitoyens à l'échelle européenne qui sont en phase d'interrogation sur l'Europe, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas traité donc cette question comme il le faudrait. Concernant Séverine Mauborgne, concernant chère Séverine Sereine, décidément je suis fâché avec les prénoms. Sereine, excusez-moi. Concernant la ratification et le fait que nous soyons le 26e État ratifié, je regrette que notre collègue Bastien Lachaud nous ait quittés, parce que je pense qu'il eût été très intéressant qu'il puisse écouter ce que vous avez dit par rapport à cela, et que le fait de temporiser encore plus par rapport à cette ratification n'est certainement pas la meilleure façon pour un pays de marquer des points en matière d'influence par rapport à cela. Donc, et je pense que c'est aussi très bien d'avoir rappelé finalement le rôle de la Grèce donc pour arriver, et de l'ancien Premier ministre grec, même si la Macédoine a fait beaucoup de concessions pour arriver à cet accord, mais en tout état de cause, c'était
important que ces deux pays puissent régler ce problème du contentieux du nom. Jean-Charles Larsonneur et Laurence Frastus-Ismar concernant un peu la même question par rapport à l'OTAN, Union européenne. Alors c'est vrai qu'on l'a précisé, cette adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN a une signification autant politique que militaire. N'en déplaise, j'en reviens à notre collègue Lachaud, à celui-ci, le fait d'arrimer la Macédoine du Nord, j'allais dire dans le bloc occidental démocratique, est quand même une bonne chose. Et donc à partir de là, je pense que la perspective d'adhésion à l'Union européenne, c'est un autre débat dans un autre cadre. En tout état de cause, c'était peut-être un préalable pour eux que de pouvoir adhérer donc à l'OTAN avant de pouvoir espérer que soit engagé le début de la procédure de discussion et d'échange pour une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Je crois que c'est étape par étape que les choses doivent être traitées, mais en tout état de cause, par rapport à ce qui nous concerne ici, les enjeux de paix et de stabilité et de sécurité, eh bien c'est mieux que la Macédoine fasse partie de l'OTAN plutôt que d'être un pays au regard des tensions internes et des difficultés qu'il peut y avoir et des problèmes qui ont été soulevés par plusieurs d'entre vous, d'être un pays qui va un peu à volo et qui n'est pas arrimé. Et ça, je crois que c'est un point important par rapport aux enjeux de paix et de stabilité. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Moi, je voudrais remercier Mathieu Jimenez, donc administrateur, parce que en fait, on a eu, j'allais dire, une toute petite semaine pour travailler sur la question, et donc ça n'a pas été un exercice forcément facile. On a travaillé un peu sans filet devant vous aujourd'hui, mais j'espère que nous ne serons pas trop mal sortis de cela, et je vous remercie par avance de votre attention et je l'espère du fait que très majoritairement, si ce n'est unanimement, nous voterons donc ce projet de ratification. Mais là, je suis en train de marcher sur les plates-bandes de Madame la Présidente, puisqu'il lui appartient d'appeler au vote. Mais je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur, vraiment pour la qualité du travail que vous avez effectué. Effectivement, dans des délais très courts, mais nous étions aussi contraints par le calendrier parlementaire, puisque il s'agissait d'une procédure. Ce projet de loi a déjà été adopté par le Sénat après l'engagement d'une procédure accélérée. Il doit passer donc pour un examen en commission des affaires étrangères la semaine prochaine. Et il me paraissait quand même utile que l'on se saisisse pour avis de ce sujet. Et vous l'avez fait avec beaucoup de qualité, de brio. Et puis on le voit aussi, nous avons parmi nous un certain nombre de collègues qui sont très impliqués sur ces questions-là. Et on voit bien la richesse et la complémentarité, je dirais, de nos commissaires, que ce soit ceux des affaires étrangères, que ceux de la défense, et que souvent les sujets sont extrêmement liés. Donc je vais désormais mettre aux voix ce projet de loi avec un avis positif du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je ne vois pas d'expression divergente. Monsieur le rapporteur, vous avez eu satisfaction et je vous félicite pour l'unanimité que vous avez suscitée. Donc la Commission donne un avis positif à l'adoption de ce projet de loi, donc examiné au fond la semaine prochaine en Commission des affaires étrangères, comme je viens de vous le dire. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une audition que je pressens tout aussi passionnante du directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie et du directeur de l'Institut français des relations internationales
sur l'évolution de la conflictualité dans le monde à l'horizon 2050. Nous nous étions engagés les uns et les autres à prendre un petit peu de hauteur dans nos débats, de manière à pouvoir nous repositionner sur les grandes questions liées aux enjeux de défense et de stabilité pour notre pays. Donc cette réunion ouvrira un cycle d'audition qui durera jusqu'en janvier sur donc cette thématique géostratégique. Je vous en remercie, donc à la semaine prochaine. Bonne journée. Merci.